Je dis pas qu'il n'y a pas des choses intéressantes. Et en voir de toutes les couleurs. Il y a des choses intéressantes. Car je me faisais balader tout le temps, comme un écologiste au gouvernement. Je regardais ailleurs et toi tu rouvrais des dossiers que pourtant je croyais placés. Peut-être juste voulu creuser. En On fait, riait de moi, mais pourtant différemment. Comme un écologiste au gouvernement me poussait à rester même humilié. Et notamment, je crois qu'approchait une période d'élection. La résilience, c'est ce qui va ça nous se tirait dans permettre les pattes, de gérer débat dans tous collectivement les sens, et à un moment donné, des ruptures de continuité en fait, majeures. j'aime pas forcément adhérer à quelque chose ou à quelqu'un. Et ça, c'est ce qui va nous donner une chance. Et éventuellement, si Mais cette fois comme à chaque soir, l'information, tu m'as fait je préfère ne pas vraiment y adhérer. faut-il que je paye de la Que j'apprécie ou pas, je me dis Comment faire semblant d'y croire Moi, la négligeable consultée. Non mais ce qui bouge, Je c'est sur ferais juste le l'échange faire valoir. dans lequel Je ne te croyais à un pas, moment mais donné je on pourrait faisais semblant. parce que Et Comme un ce écologiste là au gouvernement. quand il y a quelque chose Bien qui que j'ai t'intéresse conscience d'être vraiment, mené en bateau, capacité de il y a sur la photo. Entre nous, le climat se déréglait et en fait on vraiment. produit Mais une sorte tu de me création répétais, monétaire. on est en marche maintenant. Je voulais me calmer, mais j'entendais beaucoup trop fort. Marion Bompara, bonsoir. Jean-Christophe Anna, bonsoir. Bonsoir. Donc bienvenue dans la version stéphanoise de la fête des possibles, qui est portée donc localement par le CTC 42. Qui enroule à peu près 76 associations, pas que des associations entre mouvements, associations, collectifs, mais voilà, il y a 76 entités qui gravitent autour de ce CTC 42. La Maison Mémérou en fait partie et donc on est reçu dans les locaux de la Maison Mémérou pour cet échange entre vous qui est un échange un peu particulier puisque Jean-Christophe est venu avec cette idée de rencontrer les acteurs de je sais pas comment on formule ça, c'est un tantinet délicat comme formulation, mais enfin de gens qui s'interrogent, qui travaillent sur cette notion de changement de paradigme, de modification, de bifurcation donc du monde, de tous les mondes d'ailleurs, le monde agricole, le monde de l'industrie, l'éducation, la narration. Et Marion n'est pas directement quelqu'un qui est trop engagé encore dans ces démarches. Marion est arrivée au CTC il y a 2 ans. Non, pas tout à fait. Presque un an. Voilà. Et donc, je voulais qu'elle soit là parce que c'est typiquement quelqu'un qui est sur une phase de bascule, qui a vécu une vie plus normale avant et qui commence à se dire mais ce climat se dérègle, des tas de choses ne vont plus, l'actualité fait peur, les rapports de domination se tendent. Et donc, voilà, c'est typiquement quelqu'un qui est dans cet entre-deux, pas encore engagé, mais qui se rend bien compte qu'il va falloir peut-être y aller, etc. Enfin, voilà, cette difficulté. Évidemment, Jean-Christophe Anna, qui est radical, qui sait où il va, qui a pris une décision massive un jour et qui ne veut pas en démordre. Et puis un peu moi, même si ce n'est pas l'essentiel, mais j'ai l'avantage d'être plus âgé que vous, je suis d'une autre génération, donc j'ai découvert l'écologie, j'ai découvert tous les problèmes que posait cette société thermo-industrielle tard dans ma vie, et malgré tout je me suis engagé, alors beaucoup moins que toi, enfin de façon plus douce que toi, mais je suis déjà plus engagé que Marion, et voilà, moi j'avais envie du moins qu'on travaille sur ce moment de bascule. Qu'est-ce qui fait que cette société et les gens qui la constituent à un moment donné se disent mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui t'est arrivé toi Marion? Qu'est-ce qui te fait prendre conscience? Pourquoi un jour tu te dis je vais aller au CTC pour voir ce qui se passe? Alors pour revenir un petit peu sur ce que tu viens de dire, en ce qui me concerne, ma prise de conscience, elle ne vient pas uniquement de ces derniers temps, de ces derniers mois. Concrètement, j'ai conscience des rapports de domination entre les hommes et de l'homme sur la nature et sur le reste du vivant depuis que j'ai 6 ans. Donc c'est quelque chose, je ne veux pas vivre dans ce monde depuis que j'ai 6 ans. Voilà. Ensuite, tu vis la vie que tu as à vivre dans le milieu auquel tu appartiens et tu fais ce que tu peux pour arriver là où tu peux. Cependant, il y a, on va dire, une peut-être plus large prise de conscience avec peut-être un peu plus de connaissances. Il y a à peu près un peu plus d'1 an maintenant, 1 an et demi. Comment c'est arrivé ? Alors, concrètement, j'ai vu déjà passer, j'ai déjà une sensibilité à pas mal de choses en ce qui concerne l'écologie ou la nature en général.
Après, je suis tombée, je crois, sur des vidéos d'Aurélien Barraud. J'ai découvert... Avec Jean-Christophe, on se méfie des chevelus globalement, mais... Ça se comprend. Je compatis, sincèrement. À votre perte. Donc, ça a commencé un peu avec Aurélien Barraud, je dirais. Et en fait, j'ai peut-être juste voulu creuser. En fait, à chaque fois qu'il y avait des débats en fait, dans le domaine public, que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux, etc., et notamment à chaque fois qu'approchait une période d'élection, ça se tirait dans les pattes, les débats allaient dans tous les sens, et à un moment donné, en fait, j'aime pas forcément adhérer à quelque chose ou à quelqu'un sans avoir vérifié une information. Et éventuellement, si je ne comprends pas le discours ou l'information, je préfère ne pas vraiment y adhérer. Que j'apprécie ou pas, je me méfie quand même beaucoup. Je me méfie beaucoup parce que je considère que j'ai en face de moi des humains qui sont faillibles comme des humains, en fait, et qui ont probablement des intérêts à servir. Et partant de là, quand il y a quelque chose qui t'intéresse vraiment, en l'occurrence l'état du vivant et le mal qui lui est fait, après il y a des choses que tu peux observer de là où t'es. Moi il y a des choses que j'ai observées, que ce soit de l'état des plantes, des insectes, des animaux, le traitement qu'on peut avoir entre nous et le traitement qui est fait aux autres êtres vivants, c'est quelque chose qui m'a toujours révoltée. Après, j'ai juste cherché. Et quand tu cherches, les algorithmes font bien leur travail, notamment sur YouTube. Et du coup, à partir de là, j'ai mangé beaucoup de conférences, découvert des chaînes à visée, on va dire, informatives, instructives, éducatives. Et que je ne citerai pas forcément là maintenant, mais qui m'ont permis d'élargir, on va dire, mon éventail de compréhension du monde dans lequel on vit, à plus large échelle, mais également ses implications, les risques. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre qu'on était dans la merde. C'est bien. Mais pas juste nous, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, on est prêt à sacrifier quoi pour nous ou pour une poignée de nous, en fait. Et après tu fais dépression, puis tu remontes, puis dépression, puis tu remontes, puis dépression, bref. Tu as le sentiment que réellement de prendre conscience de cette dystopie globale, de ce monde néolibéral, réellement est capable de te procurer une vraie dépression. Vraiment. Oui. Bon, après, la dépression, je l'ai depuis que j'ai 6 ans. On s'est bien d'accord. C'est des choses dont j'ai conscience depuis toujours, ou presque. C'est juste que là, je ne pouvais plus vivre sans... En fait, je suis arrivée à un point en fait, où ça m'a tellement touchée que je me suis sentie en décalage encore plus fort avec le monde dans lequel je vivais et avec les gens que je côtoyais et avec la façon dont moi je vivais. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, en fait ? Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et puis après tu fais un déni. Enfin moi j'ai fait un déni en tout cas. J'ai fait un déni. Puis j'ai mes addictions aussi. Il y a des choses que je crois que spontanément j'ai pas envie du tout de changer. C'est trop bien. Il y a des choses auxquelles je tiens matériellement. Et en même temps, comme j'ai conscience que c'est une addiction, je serais contente qu'on m'en prive. C'est un peu un paradoxe peut-être, mais comme j'ai conscience que certaines choses peuvent faire du mal ou me faire du mal, j'aimerais pouvoir m'en passer. Quand je m'en passe, je suis contente de pouvoir m'en passer. Mais bon, comme ça, juste avec la volonté, c'est compliqué. Est-ce que ça a répondu à ta question ? Non, mais l'idée, c'est un bruit de fond qui remonte à l'enfance. Donc tu es agressé par la violence qui est appliquée sur le vivant en général. La violence entre les hommes, la violence sociale, c'est toute cette espèce de bruit de fond inconscient. C'est-à-dire que c'est pas parce que on a tout ça, des choses nous gênent, qu'on le met en perspective, qu'on comprend qu'il y a un ensemble que c'est régi par un certain nombre de lois. Et donc à un moment donné, tu regardes un chevelu par exemple qui va beaucoup manifestement
te faire comprendre de choses, mais aussi d'autres gens. Et brusquement, donc ça devient plus concret. Ça devient quand même un système. Tu comprends que tout ça, c'est un système. C'est pas juste des choses isolées. Ah non, complètement. Après, moi, ce qu'on va peut-être appeler la pensée en silo, je dis pas que c'est pas pratique et je dis pas que je l'ai pas aussi, mais en ce qui me concerne, je ne sais pas penser quelque chose sans penser en tout cas conséquences, d'où ça vient, quels impacts, quelles externalités ça peut avoir en fait. J'ai toujours fonctionné comme ça après. Donc c'est vrai que en général, quand je me mets à m'intéresser à quelque chose, je suis le genre de personne qui est capable d'ouvrir 50 pages internet sur divers sujets avec divers articles en français comme en anglais. Et à fouiner, un truc que je comprends pas, je vais encore ouvrir autre chose, etc. Enfin, ça va partir dans tous les sens très rapidement. Pour tout. Et donc, il y a à peu près 2 ans, tu passes la porte du CTC 42. Là, ça devient plus simplement un constat intime, mais tu dis, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de rejoindre des gens qui sont dans cette démarche. Alors, du coup, il n'y a pas 2 ans, il y a moins d'1 an. Je suis passée par Arthur Keller. J'ai mangé des conférences d'Arthur Keller. Et en fait, la première fois que j'ai découvert Arthur Keller, je me suis dit, c'est marrant parce que c'est ce qu'il décrit, c'est exactement, à 2-3 détails près, ce que j'ai déjà à l'esprit depuis très, très, très longtemps. C'est quelque chose qui pour moi, j'ai juste l'impression de dire, quelqu'un qui pense comme moi. Et à partir de là, il y a eu le fait, quand tu es en décalage à un moment donné et que tu as peur, parce que concrètement, dans les tripes, j'ai ressenti la terreur. Et puis avec tous les questionnements, les remises en cause que ça peut amener, j'ai cherché en fait des moyens vers qui me tourner, quoi faire, par quel bout le prendre, par où commencer, comment est-ce que tu fais société, avec qui. C'est plein de questions qui sont venues. Enfin, de là où je suis, je vais où en fait ? Je fais quoi ? Je parle à qui ? Et puis un jour, je vais à Saint-Étienne au salon T'as tout juste, voilà. Et là, je tombe, donc, je crois, sur les fresques pour le climat. Il y a énormément de choses. Je vois Terre de Liens qui me parle tout de suite aussi. Il y a énormément de choses en fait du côté des associations. Et là, je vois, alors je vois pas CTC 42. Je vois des visuels que j'ai vus dans des vidéos d'Arthur Keller. Et je me dis, tiens, mais ça me parle, ça. C'est marrant, il y a quand même, on part, puis la théorie du donut, on part d'abord de nos besoins véritables, qu'on élargit, etc. Et comment tu peux subvenir à tes besoins sans appuyer, en amenant le moins de pression possible sur son environnement. Et ça, moi, ça me parlait, parce que pour moi, tu fais société à partir de tes besoins, en fait. Vitaux d'abord, et ensuite, éventuellement, t'élargis. Enfin, c'est une question qui se pose, la question des besoins. Bref. Je me suis reconnue dans le CTC, j'ai bien accroché avec les gens qui étaient présents, Joël et Magali, et je me suis dit, faut que j'y aille, faut que j'aille voir. Et puis d'avoir aussi accès à l'information, en fait. Dans l'océan d'informations auxquelles tu peux avoir accès, c'est-à-dire à peu près à tout, tu sais jamais vraiment... Enfin, moi, j'ai mis du temps un peu à savoir à qui faire confiance ou pas, tout en sachant que t'as quand même des êtres humains en face de toi, donc du coup qui peuvent aller dans un sens à un moment donné, qui peuvent peut-être changer d'avis à un autre moment. Enfin, c'est pas le cas ce soir, mais... Non, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai que du coup j'avais tendance à vite remettre en doute des discours même prouvés, et pas juste par... Enfin oui, si, il y a une forme de peur derrière, mais voilà, d'avoir accès à une information fiable, en fait. Fiable, démontrée, scientifique. Et pour moi, c'était quelque chose qui était absolument nécessaire. Donc j'ai cherché des médias les plus vérifiés possibles, les plus sourcés possibles, pour pouvoir en fait m'appuyer sur leurs travaux, sur les travaux transmis, afin de déguiser aussi ma conscience du monde et ma compréhension. Et éventuellement ma capacité à passer à l'action ou pas, on verra. Voilà. Mais ça passait aussi par le CTC, du coup, d'avoir des gens qui étaient là-dedans, qui s'intéressaient à ce côté, cette association d'associations qui me parlait beaucoup. Donc pour moi, c'était vraiment l'idée que de toute façon, si tu veux faire face à tout ce qui peut arriver, t'es obligé de créer des liens en fait entre les gens, mais aussi entre les groupes surtout. Et t'es obligé de créer. Pour moi, il fallait
tu peux pas changer le système tel qu'il est. Par contre, créer un filet de sécurité, une toile de résistance, c'est absolument nécessaire pour essayer d'éviter le pire, peut-être. Bon, ben, te voilà rassuré. Tu avais peur d'être tétanisé par la caméra. Apparemment, ça se passe quand même très, très bien. Donc, toi, Jean-Christophe, c'est pas tout à fait pareil. C'est plus cash, c'est plus massif, ça tombe plus d'un coup. Oui. Alors, peut-être comme Marion, tout de même, des choses qui, dès ma plus tendre enfance, ne m'allaient pas. Moi, j'ai une blessure qui est la blessure de l'injustice. Et j'ai depuis très longtemps ressenti une profonde injustice dans le monde dans lequel nous évoluons, que ce soit celle évidemment à laquelle font face les personnes sans abri, que ce soit la situation des personnes qui sont les plus défavorisées, en situation de handicap, les personnes dans les quartiers. Enfin, j'ai toujours senti que ce monde ne marchait pas vraiment bien, ne tournait pas réellement rond. Et puis, j'ai jamais compris l'école non plus quand j'étais à l'école. Alors, j'étais pas un mauvais élève, hein. Mais je ne comprenais pas le système, j'allais dire carcéral, mais le système... alors moi, en plus, l'école dans laquelle j'ai passé 11 ans de ma vie à Strasbourg est une école avec des barreaux aux fenêtres. Et donc, ça en dit long déjà sur un petit peu le mode de fonctionnement dans lequel on inscrit les enfants dès leur plus jeune âge, avec évidemment le fait de lever la main, de demander l'autorisation, ne serait-ce que pour aller aux toilettes, enfin des choses qui pour moi résonnaient bizarrement. Donc j'ai toujours été anticonformiste aussi, j'ai jamais compris certaines règles, certaines lois, certaines normes, et donc très vite rebelle, pirate, rebelle dans l'âme, à me demander pourquoi ça fonctionne comme ça et pourquoi ça ne fonctionne pas autrement. Et donc je pense, un peu comme Marion aussi, une forme de curiosité intellectuelle, d'ouverture d'esprit qui pousse à aller chercher l'information, qui pousse à expliquer, à comprendre ce que, pour d'autres, ce qui semble absolument normal et ce qui semble dans la norme, en tout cas sociétale. Moi, je pouvais pas m'en contenter. Et ce, à tout point de vue. Après, j'étais plus sur une approche d'injustice sociale que sur l'impact que nos activités pouvaient avoir sur le vivant, qui est aujourd'hui clairement la cause que j'embrasse depuis quelques années. Et en fait, ça s'est fait progressivement. Alors, comme je le dis régulièrement, il y a eu un moment assez dur à vivre, qui est un burn-out que j'ai fait en 2015. Si j'avais déjà, courant 2014, commencé à chercher de l'information en découvrant de nouveaux médias comme Kaizen, Socialterre, Uzbek Erika, Oui Demain, enfin des médias alors qui ont pas tous évolué de la même manière depuis, mais qui en tout cas essayé de dessiner les contours d'un futur, d'un avenir plus ou moins technologique, plus ou moins alternatif. Et donc, je me suis ouvert à des questions telles que le revenu universel, les éco-villages, les communs. Et donc, il y a comme ça des petites graines qui ont germé. Et puis, le burn-out a été un moment où, nécessairement, c'est un vrai coup d'arrêt. Moi, je suis quelqu'un qui est une forme de boulimique du travail, mais par passion. Hein. J'ai toujours énormément adoré ce que je faisais. J'ai toujours fait des choix aussi, et j'ai pu choisir les rôles, les fonctions que j'ai pu exercer. Et donc là, un coup d'arrêt, alors que je venais de créer une société 2 ans auparavant, et que je la portais un peu trop seul, avec un ex-associé qui se reposait trop sur moi. Et donc je fais un burn-out carabiné, et suite à ce burn-out, qui ne dure pas trop longtemps heureusement, 5 mois, mais c'est déjà 5 mois, je remets en question un certain nombre d'habitudes. Donc moi j'étais technophile. J'avais un smartphone greffé dans la main, littéralement. Je m'endormais avec mon smartphone, je me réveillais avec mon smartphone. Alors non pas nécessairement pour lire des mails, mais pour lire
pour lire la presse, pour lire les médias. Enfin, je faisais tout à partir de mon sort. J'étais même le premier, puisque nous formions des recruteurs, des entreprises à l'utilisation des médias sociaux pour aller chercher les candidats, pour les attirer. Donc, j'étais le premier à dire tout le bien que je pensais à l'époque de cet appareil, qui était une forme de couteau suisse, d'outils tout en un. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai un téléphone, un dumb phone, qui est un téléphone qui ne fait plus grand-chose d'intelligent, mais qui a le mérite d'être un téléphone. Bon, ce qu'on oublie quand même très souvent. Et donc, voilà, c'est plein de petites choses que j'ai commencé à changer. Par rapport à l'hygiène de vie, déjà, nécessairement, quand on fait un burn-out, et j'ai été sensibilisé par une association dans laquelle j'ai été partie prenante également pendant 2 ans, sur le burn-out et sur les impacts que ça peut avoir, c'est de veiller à éteindre tout écran 1 à 2 heures, c'est encore mieux 2 heures avant de se coucher. Aujourd'hui, je respecte aussi 1 heure entière le matin, une fois levé, avant de retoucher un écran. Donc ça, c'est des petites choses. Puis le yoga, la méditation, et voilà, de fil en aiguille, il y a un certain nombre de choses qui se sont mises en place. Moi, je me souviens aussi, à un moment donné, une vraie prise de conscience. Alors, j'étais déjà alerte et très au courant de l'actualité. J'avais un père qui lisait énormément la presse et qui avait toujours plein de journaux à la maison. Donc, j'ai lu pendant des années Le Monde. J'étais très au fait des choses, mais peut-être la tête vraiment dans le guidon, à lire l'actu du jour même, sans forcément suffisamment de hauteur de vue. Et donc, fin 2016, alors que je suis déjà en train de me poser vraiment de plus en plus de questions, même sur le sens de mon travail, sur un certain nombre de choses, je commence à compiler un petit peu, en amont des présidentielles de 2017, tout ce qui s'est passé dans les 20 dernières années. C'est-à-dire, à l'époque, entre 97 et 2017, j'observe une accélération fulgurante, à la fois sur évidemment l'IA, le transhumanisme, enfin des choses qui moi m'ont fait énormément peur, et puis évidemment les impacts délétères sur le dérèglement climatique, sur le vivant, et donc je crée un site début 2017 qui aujourd'hui, je crois, n'est plus en ligne, mais qui s'appelait 2017-2037, 20 ans pour tout changer. Et je pensais à ce moment-là, tu parlais de silo tout à l'heure, je pensais qu'il y avait effectivement des choses qui pouvaient être réglées, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, mais j'avais créé des rubriques dans ce site. Donc il y avait une rubrique la place de l'humain par rapport à la robotique, l'IA, une rubrique sur l'éducation, une rubrique sur le climat, sur la biodiversité, une rubrique sur la place de la ville, sur l'Europe, sur l'économie, la finance, mais sans avoir bien compris à quel point tous ces enjeux étaient imbriqués, interconnectés, interdépendants. Et c'est courant 2017 que je participe à un projet d'écolieu à Strasbourg, où je suis l'un des membres fondateurs de cet écolieu et où je peux éprouver concrètement pour la première fois la puissance de l'intelligence collective entre des personnes qui ne se connaissent pas et qui œuvrent sur un projet commun qui était de créer un écolieu à Strasbourg avec une mini-ferme bio, avec une école alternative, avec des résidences d'artistes, avec de la formation évidemment pour éveiller les consciences. Et je vois des personnes qui se rencontrent sur un projet et qui œuvrent ensemble. Je découvre la gouvernance partagée aussi. Et donc voilà, plein de choses qui commencent à s'ouvrir comme de belles plantes, de belles fleurs par rapport aux graines que j'avais pu semer en ayant lu des choses mais sans les avoir éprouvées moi-même. Et fin 2017, je lis Comment tout peut s'effondrer. Voilà. Et alors, je lis Comment tout peut s'effondrer juste après avoir découvert quand même, c'est vrai, les vidéos Next de Clément Montfort, et puis quelques vidéos de Thinkerview, et puis tout s'emballe. Voilà, tout s'emballe. Alors, dans un premier temps, avec le prisme de l'effondrement de notre civilisation, et très vite, je ne sais pas aujourd'hui comment l'expliquer, je comprends, en tout cas c'est ma façon de voir les choses, que le climat n'est qu'un symptôme et que ce qui est en train de mourir sur Terre, ce qui peut mourir, c'est quelque chose qui vit, à savoir le vivant, voilà, et que nous faisons partie du vivant. Et donc je comprends que, peut-être assez vite aussi, que nous faisons fausse route, et que dans la manière dont on appréhende aujourd'hui la crise écologique, très souvent le mot climatique est devenu synonyme d'écologique, c'est assez saisissant, dans le débat public, dans l'ensemble des manifestations, des mouvements, la grève pour le climat, la marche pour le climat, la convention citoyenne pour le climat, tout est climato-centré, avec
une approche climato-énergético-centrée, c'est-à-dire qu'en fait, le climat est le prisme sans doute le plus anthropocentré que l'on puisse avoir de la crise écologique, qui est bien plus large que le climat, et qui nous amène à, pour préserver le confort auquel nous sommes habitués aujourd'hui, à souhaiter remplacer une croissance qui est évidemment absolument délétère, par une croissance verte qui serait vertueuse, une énergie sale, fossile, par une énergie qui serait propre, de manière miraculeuse, aucune énergie ne l'est évidemment, et de rentrer dans une logique d'oxymore, d'expression avec des termes absolument antinomiques comme le développement durable, la neutralité carbone. Enfin, il y a comme ça, on a créé tout un lexique, un champ lexical, la croissance verte, complètement surréaliste. Et donc je prends conscience assez vite de tout ça. Et courant 2017, ce que je n'ai pas non plus précisé à l'instant, mais j'initie des petits gestes. Voilà. Sans forcément avoir une liste de résolutions pour la nouvelle année, je commence, mais c'est je pense, ça s'est inscrit dans une démarche profonde chez moi, à passer moins de temps sous la douche, puis bannir le plastique, commencer à acheter plus que bio, local, de saison en vrac, et à cumuler, et pas seulement bio ou local. Non, vraiment à aller jusqu'au bout de chaque chose, puis à me dire, bon ben voilà, l'avion c'est terminé, et puis progressivement, un jour, en 2017, je me dis, bah là, c'est la dernière fois que je mange de la viande, alors je mets ça entre guillemets aujourd'hui, parce que j'ai du mal à utiliser ce genre de terme aujourd'hui, puisque je suis devenu vegan et antispéciste. Et puis 6 mois plus tard, j'arrête tout ce qui vient de la mer, tout animal ou tout produit issu de la mer. Et 1 an plus tard, j'arrête le miel, le lait, les œufs. Alors il y a une vidéo qui moi m'a énormément marqué, que j'ai vue à 2 reprises. C'est une vidéo de Gary Yourofsky, je crois, qui est un militant antispéciste américain, qui a un peu la même coupe de cheveux que toi et moi, et qui dans un amphi raconte ou déconstruit le rapport que nous avons à l'alimentation, le rapport que nous avons aux animaux qui finissent dans nos assiettes. Je le vois une première fois et ça concourt à me faire devenir végétarien, et je le vois une seconde fois, et en fait dans la deuxième partie de la vidéo il remet en question le fromage, puisqu'au début il s'attaque à la viande et au rapport que nous avons, nous ne sommes absolument pas carnivores, nous n'avons ni la dentition ni l'appareil digestif pour supporter la viande, en tout cas autant qu'on en mange, et puis on fait souvent fait pas la distinction entre le fait d'être omnivore, de pouvoir manger de tout, et le fait on n'est pas obligé de manger de tout non plus. Voilà, et il commence à déconstruire le fromage en disant voilà, le fromage c'est trop bon, et moi j'étais très amateur de mozzarella, de burrata, fromage français aussi évidemment, mais en tout cas j'avais des choses comme ça qui étaient pour moi une grande satisfaction gustative, et il raconte ce que j'ignorais à l'époque, et je pense de manière, alors j'ai jamais de scrupule à le dire ni de souci, mais très naïvement, j'ai longtemps pensé, et j'étais tellement déconnecté, tellement hors sol dans mon mode de vie urbain, à Strasbourg, à Paris où j'ai vécu, je pensais que le fromage, le lait, était l'excédent de ce que la vache donnait à son veau. Je savais qu'il y avait des veaux qui terminaient à l'abattoir, puisque j'en avais mangé nécessairement, mais j'ignorais l'aspect systématique la causalité, du fait de l'insémination artificielle de la vache. On lui retire son veau, on la réinsémine, et ça 4, 5, 6 fois, jusqu'à ce qu'elle même ne puisse plus donner de lait et ne soit plus bonne à enfanter, et elle finit également sa vie à l'abattoir. Et il évoque dans cette vidéo, à un moment donné, le cri de détresse absolue que peut pousser une vache quand on lui retire son veau. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué profondément, et il se trouve que quelques jours plus tard, j'étais dans la famille de ma belle famille, dans le Perche. Il y a une ferme à côté, et en pleine nuit, j'entends ce cri. Et je me réveille en sursaut, et le lendemain, c'était fini. Voilà, donc moi, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, on pourrait en parler, si vous le souhaitez, cette question de sacrifice, parce que moi, j'ai fait des choix assez radicaux, clairement, mais la radicalité, c'est s'intéresser à la racine des problèmes, donc là, on y est clairement. En conscience,
et sans que ce soit difficile pour moi. Et ce qui est assez étonnant, mais encore une fois, ça m'appartient, et je ne dis pas que c'est facile pour tout le monde, hein, et quand généralement on me questionne en me disant mais est-ce qu'il faut que j'arrête de manger de la viande, je dis si tu n'es pas prêt, n'y va pas, hein, ça ne sert à rien. Moi, ça s'est fait facilement, en fait, mais vraiment du jour au lendemain. Il n'y a pas eu une période de transition, il n'y a pas eu j'en mange un peu moins, je deviens flexitarien, qui pour moi est du foutage de gueule, soyons clairs. C'était vraiment du jour au lendemain, et du jour au lendemain, la même odeur qui m'attirait, qui me mettait l'eau à la bouche, me débecte, m'incommode. Et je vois plus le morceau de viande, je vois un morceau d'animal mort dans mon assiette. C'est assez... et je n'arrive pas à l'expliquer. Hein, mais t'as complètement changé de paradigme. Oui, réellement. Et donc, peut-être que ça a facilité la chose aussi. C'est qu'à un moment donné, j'ai tellement déconstruit le truc qu'à aucun moment, et souvent on me pose la question, ah oui, mais ça te manque pas? Et je dis, non, en fait, je me demande même comment j'ai pu en manger autant et aussi longtemps. Donc voilà, en tout cas, j'ai comme ça embrayé le pas sur un certain nombre de gestes qui sont des petits gestes que l'on qualifie bien souvent de petits gestes qui, pour moi, n'avaient pas velléité à changer le monde, mais qui me permettaient de me regarder droit dans les yeux, dans une glace, et de me dire, ok, là, par rapport à mes préoccupations, par rapport à ce que j'ai compris de la gravité de la situation, j'ai essayé d'être le plus aligné possible. Voilà. Donc jusqu'à la création de l'ONG que j'ai cofondée il y a maintenant 3 ans, qui s'appelle l'Archipel du Vivant, et qui justement a cette vocation de favoriser l'émergence d'un monde nouveau, qui soit à la fois au service du vivant, parce que je pense que c'est réellement notre devoir aujourd'hui de nous mettre au service des autres espèces que nous exterminons réellement, qui soit une société libérée des rapports de domination, qui sont réellement un énorme problème, et une société où l'on touche du doigt la véritable, la seule et unique démocratie. Et comment permettre cette émergence via le tissu associatif d'alternatives qui maille les territoires. Aujourd'hui, on a, notamment en France, énormément d'initiatives alternatives intéressantes. L'éco-village, l'écolieu, la ferme bio, la MAP, la recyclerie, le café associatif, les épiceries solidaires, les écoles alternatives, les monnaies citoyennes, locales, complémentaires. Et tout ce beau monde aujourd'hui qui a déjà fait un pas de côté, qui essaye de se débrancher un petit peu du système, ne fait pas système. Et ces îlots, l'idée de l'archipel, c'est justement de les archipéliser, de les interconnecter entre eux et de nous appuyer sur ces initiatives pour impulser une dynamique dans les territoires et essayer, pendant qu'un système est en train de s'effondrer, de permettre l'émergence d'un autre système. Voilà. Donc, la transformation a été assez radicale. Alors après, on pourra évoquer les impacts, si ça vous dit, parce que je n'ai pas de souci non plus là-dessus, sur ma famille, parce qu'il y en a eu pas mal aussi. Moi, je suis allé assez loin dans mes choix, et voilà. Marion, tu te sens loin de cette radicalité? Tu te dis que basculer jusque-là, c'est impensable pour toi, ou finalement tu dis ça peut m'arriver demain, en fait, il manquerait peut-être pas grand-chose? Alors je me sens loin, oui et non. Physiquement, oui. Dans l'idée, ça me choque pas du tout, voire au contraire, j'estime que créer de l'autonomie dans le respect de notre environnement, c'est un peu du bon sens. Chercher à partir du principe que la vie humaine n'est pas au-dessus de tout, c'est pour moi... Alors, en fait, je l'appellerais même pas du bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ça dépend qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes valeurs. Personne n'a tort ou a raison là-dessus. Je pense que il y a des gens pour qui sauver la vie humaine, sauver l'humanité, c'est absolument nécessaire et c'est la moindre des choses, et jamais personne ne remettrait en question ça. Après, ça dépend ce que tu regardes. Et puis il y en a qui diraient, ça dépend qui tu regardes, quel groupe humain. Personnellement, je suis pas pour l'anthropocentrisme parce que je trouve que c'est... j'ai un peu trop de respect pour le vivant en général pour considérer que l'être humain devrait être supérieur et dominer le reste du monde. Au-delà des conséquences en fait sur nous, il y en a. Je trouve ça triste.
Je trouve ça dommage. Et concrètement, d'autres façons de vivre sont possibles, en fait. D'autres façons d'habiter le monde sont complètement possibles. D'autres sociétés ont fait autrement, d'autres peuples ont vécu autrement. C'est pas parce qu'on vit majoritairement comme ça et qu'on vit encore, qu'on vit aujourd'hui comme ça, qu'il n'y a pas d'autre façon de vivre. C'était quoi ta question ? Est-ce que ce basculement un peu radical qu'a perpétré Jean-Christophe, c'est un avenir possible pour toi, ou tu resteras quand même toujours au bord des choses ? Je dirais que aujourd'hui, je suis au bord des choses et je compte pas en bouger pour le moment parce qu'il y a trop d'insécurité en jeu et que j'aurais trop peur de perdre certaines choses. Quand je dis perdre, je parle de mon entourage, je parle de mon compagnon, je parle de mes amis, je parle de mon travail, de ma sécurité financière, matérielle, alimentaire, etc. Mes parents, je m'inquiète pas trop parce qu'ils sont déjà un peu dedans et tout et qu'ils sont déjà un peu hors système, on va dire. Enfin, hors système. Ils sont anticonformistes de base, donc bon, ça, je m'inquiète pas trop pour ça. Cependant, je sais pas comment. Déjà, je saurais pas comment commencer. J'aurais peut-être peur des conséquences. Quelles conséquences ? Je sais que quelque part, je pourrais y gagner en termes de santé mentale et physique. Clairement, hein, moi je suis dans un endroit, il n'y a pas de réseau, j'ai un confort pratiquement nul. Je suis super heureuse. Hein. Je suis super bien en vrai. Moi, je suis une sauvageonne en fait. Si tu me lâches, je suis une sauvageonne. J'ai pas de problème avec ça. Mais toute seule. À partir du moment où tu impliques la famille et celle que j'ai envie de construire, c'est pas la même chose. Je vais forcément dépendre un minimum de ce monde-là. Et ensuite, tu vois, par exemple, j'aurais de l'argent, j'aurais une riche héritière. J'aurais peut-être cherché de l'autonomie, tu vois. Je pense que il y a plein de choses que j'aurais mises en place, où j'aurais rejoint des choses comme ça, où j'aurais soutenu des initiatives comme ça, je suis sûre. Mais là, aujourd'hui, à mon niveau, je vois pas comment je pourrais faire, ou pas sans bien réfléchir à ce que je vais faire et sans bien anticiper les choses. Je suis quelqu'un qui a beaucoup peur, en fait, de l'imprévu, de l'inconnu. Alors, il y a inconnu. Hein. Tu me lâches dans une ville que je connais pas, je suis paumée. Tu me lâches dans des montagnes, ça va, je suis bien. Mais dans l'ensemble, j'ai besoin d'anticiper énormément. Ça me rassure. Mais on a tous le problème. Le modèle économique, on l'a pas en fait. C'est un problème que je connais bien moi. C'est aussi ce qui me limite. Je crée cette maison Mémérou, on fait des tas de choses passionnantes, tout ce qu'on veut, mais je reste totalement accroché à mon mode de vie. Ouais. Alors évidemment, ça m'appauvrit parce que je travaille beaucoup moins qu'il faudrait, ça m'appauvrit parce que ça coûte comme des choses et qu'il y a zéro modèle économique derrière ce qu'on produit. C'est vrai que ta radicalité est impressionnante parce que moi, je n'ose pas me dire demain, je plonge, quoi. Parce que j'ai peur de tout. Tu dis que tu as peur, mais on a peur de tout. Enfin, on est très nombreux parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer en fait. Et toi, ça t'a pas inquiété ? Non, alors ça m'a pas inquiété. Moi, j'ai un rapport particulier à l'argent, réellement. J'ai jamais été inquiet. Alors peut-être parce que je suis issu d'une famille bourgeoise qui a des moyens, peut-être. Moi, j'ai à un moment donné fermer la boutique dans laquelle je travaillais, parce que j'étais justement dans le cadre de cette bascule profonde, radicale et rapide, hein, puisque c'est vraiment en 2 ans que j'ai tout accéléré dans ces choix et dans ces changements de comportement. J'avais la possibilité, alors ça on pourra en parler, mais comme il y a eu séparation de biens puis divorce avec mon épouse qui justement elle était déjà inquiète, ne serait-ce que par le fait d'avoir été entrepreneur, d'avoir lancé ma boîte, et qui depuis des années s'inquiétait à savoir si cette société était pérenne, et qui parlait régulièrement, avant même d'imaginer que la séparation, de procéder à cette séparation de biens. Et donc cette séparation de biens a permis, entre autres,
d'avoir un petit capital qui m'a permis de faire des calculs au début sur voilà, combien de temps je pouvais tenir avec ce petit pécule. Après, c'est quelque chose aujourd'hui où je continue à me questionner par rapport à ça. J'ai la chance, alors moi je suis très transparent, mais dans la famille, un hôtel qui fonctionne plutôt bien, donc j'ai de temps en temps des dividendes. Voilà. Donc j'ai la possibilité aujourd'hui d'entreprendre ce que j'entreprends. Ça ne durera peut-être pas toute ma vie non plus, mais aujourd'hui ça tient. Pour l'instant, voilà. Donc j'ai quand même ce souhait réel depuis le début de créer 3-4 postes avec l'ONG que nous avons cofondée. Et ça, c'est pas gagné non plus, parce que quand on choisit d'être une ONG, on se coupe volontairement des subventions. On choisit justement de ne dépendre d'aucun gouvernement, d'aucune aide publique. Et donc, il faut se tourner vers des fonds de dotation, vers des fondations, vers le mécénat, vers les dons. Voilà. Donc aujourd'hui, on essaie de composer avec tout ça. On a pour la première fois démarché 2 fondations là. Pour l'instant, on ne sait pas si ça va donner quelque chose. Et puis on a quelques personnes qui nous soutiennent via une page Tipeee. Voilà, donc ça permet de financer un petit peu le fonds de roulement, on va dire, de l'association. Mais aujourd'hui, voilà, je sais que cette radicalité m'appartient, que si j'avais même pas peut-être ces moyens financiers aujourd'hui, j'aurais peut-être trouvé d'autres solutions, je m'y serais pris autrement, mais je suis persuadé qu'en fait j'aurais fait les mêmes choix et que je serais allé aussi loin dans ce qui m'anime, parce que je suis comme ça en fait. Et j'arrive pas à l'expliquer, mais c'est pas une préoccupation, alors que ça a été réellement une peur bleue pour mon épouse, enfin mon ex-épouse aujourd'hui, qui l'a même transmise un petit peu à mes enfants aussi, cette peur de voir, ouais, tu ne travailles plus. En fait, j'ai jamais travaillé autant de ma vie, enfin en tout cas, peut-être pas en volume, mais en intensité et en étant pleinement aligné et aujourd'hui accompli, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir une mission, et c'est pas voilà, une mission qui m'est tombée dessus, c'est quelque chose que j'ai envie de vivre réellement, et de me dire voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que moi, le vivant, et il y a mes enfants aussi, accessoirement quand même, et c'est pas accessoire, et donc voilà, je peux me le permettre. Ce que j'essaye aussi de transmettre comme message, c'est que souvent c'est un peu facile, parce qu'il y a des personnes qui ont pu réagir suite à d'autres interviews que j'ai pu donner en disant ah oui mais d'accord, et donc il a les moyens, donc il peut le faire. Donc, mais en fait en quoi ça délégitimerait l'action qui est la mienne, les choix qui sont les miens. Au contraire, moi je dis, si toute personne, parce qu'à l'époque voilà, dans le cadre de la séparation de biens notamment, on avait un appartement à Paris qui me servait de base pour mon activité professionnelle, le simple fait de le vendre, et puis que mon épouse récupère l'appartement qu'on avait acheté ensemble, enfin tout ça, ça a fait un peu d'argent, voilà. Si toute personne qui aujourd'hui a remboursé son emprunt ou est en passe de le faire, pardon, et dispose d'un bien qui a une certaine valeur financière, surtout dans les grandes villes, devait le vendre et puis vivre de manière beaucoup plus frugale, notamment à la campagne. Il y a énormément de personnes aujourd'hui, alors je parle évidemment pas des personnes qui ont du mal à finir le mois, hein, je parle de personnes qui sont voilà, d'une classe plus et qui effectivement ont les moyens. On pourrait déplacer des montagnes si toutes ces personnes, condition qu'elles soient éveillées, tant soit peu, se disaient tiens, qu'est-ce que je fais avec mon argent aujourd'hui, comment je l'investis, est-ce que je suis prêt à vivre avec beaucoup moins au niveau, parce que moi je suis aussi devenu minimaliste, voilà, j'ai très peu d'habits, mes habits j'achète seconde main, je raccommode quand ils sont abîmés, voilà, je pense qu'on peut aujourd'hui se donner les moyens d'eux. En tout cas moi je me les suis donnés, voilà. Alors pour l'instant, encore une fois, j'ai les moyens de le faire, et pourvu que ça dure, mais je pense que réellement c'est aussi un rapport peut-être différent à l'argent notamment. J'ai pas de peur par rapport à ça,
Et donc, je me dis que de toute façon, je m'en sortirai, qu'à un moment donné, quelle que soit la situation, je trouverai le moyen de poursuivre cette belle aventure. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond non plus à ta question. Ah si, parfaitement, parce que c'est... tu y penses, toi, Marion, tu tiens absolument, pour le moment, à rester accroché à ton modèle économique. Oui, alors après, je ne l'ai pas précisé, hein, mais en termes de petits gestes, je suis une très mauvaise consommatrice. J'achète extrêmement peu de choses. En ce qui concerne la nourriture, je refuse de manger tout ce qui vient de l'agro-industrie. Je préfère même limite ne pas manger plutôt que de manger, entre guillemets, un produit transformé. Alors, c'est pas toujours vrai dans toutes les situations, mais c'est la tendance, on va dire, majoritaire dans 90% des cas. En termes de vêtements, déjà, le pantalon que je porte, c'est à ma mère. Non, mais c'est bête, mais en fait, je n'essaie de pas acheter de nouvelles choses. C'est très rare, ça arrive. C'est quoi? C'est un nouveau vêtement dans l'année. On va dire que si là où j'ai tendance à consommer, il y a encore, peut-être tous les 5 ans, c'est un nouvel ordinateur. Mais un bon PC, mais parce que j'imprime avec les jeux vidéo, bref. Et la voiture. J'achète pas rien de neuf, mais je me déplace en voiture. Et je pourrais, je pense, parfois faire autrement, mais ça me demande une concentration, une organisation que je n'ai pas envie de mettre là-dedans. Mais je pourrais le faire, physiquement. Je suis pas très au clair avec moi-même là-dessus. Hein. Je me suis pas fière de moi à ce niveau-là, parce que je sais que je pourrais faire encore d'autres choses, mais je le fais pas. Après, j'essaie d'amener des choses aussi, petit à petit. Il y a des choses que je vais boycotter, ou dans des sens dans lesquels je vais pas aller. Mais bon, ça, c'est vraiment propre à la consommation en elle-même. Je sais plus où j'en étais, et je sais plus ce que je voulais dire, mais c'était peut-être là-dessus que je voulais rebondir. Voilà. Après c'est intéressant aussi la consommation, parce que justement, moi je parlais de petits gestes tout à l'heure, on en parlait déjà un petit peu hier, mais il y a aussi une façon qu'a trouvé le système actuel de culpabiliser les individus au travers de la consommation qui se voudraient effectivement plus vertes, plus éthiques, et ça reste du greenwashing. Voilà, ça m'énerve énormément. Donc je fuis ce genre de choses. C'est-à-dire que ma nourriture, je vais l'acheter chez le maraîcher, et au mieux je le connais. Mais c'est déjà assez radical, ça. Hein. C'est déjà, tu vas à la racine de là où c'est produit. Je ne mange pratiquement pas de viande, mais alors déjà c'est cher. Ensuite, j'ai jamais aimé la viande. Il y a toujours il y a des textures et des goûts que j'aime pas là-dedans. Et puis ensuite, spontanément, moi, pour nourrir, j'irai pas tuer un animal. Je vais être honnête, hein. Je préfère bouffer des racines. Il faudrait vraiment que j'ai pas le choix. Donc je ne mange pratiquement pas de viande. Voilà, par contre, je vais manger du fromage. Alors pas trop, parce que j'ai des soucis de santé qui fait que j'ai dû réduire. Des œufs, je vais en manger un minimum. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, j'ai fait assez peu de choses qui viennent de l'animal. C'est beaucoup des fruits et des légumes ou des céréales. Voilà, mais j'évite. Je n'achète pas ma nourriture en supermarché. Mais ça, par rapport à... je te coupe 2 secondes, mais c'est très intéressant de voir le rapport que l'on peut avoir à l'alimentation. Moi, ça me questionne énormément. C'est-à-dire qu'en fait, nécessairement, j'en ai mangé, puisque à un moment donné, j'ai arrêté d'en manger. Je pense qu'on a un rapport qui est absolument pas sain à l'alimentation, et notamment en France, le pays de la gastronomie. La première raison d'être de l'alimentation, c'est quand même de se nourrir. Voilà. Et on oublie qu'à un moment donné, on en a absolument besoin pour vivre, comme l'eau, comme l'air que nous respirons, au-delà de la dimension gustative de ce que l'on a dans la bouche et sous le palais. Et en fait, je pense qu'on n'a pas compris en fait qu'à un moment donné, il est question réellement d'être vivant, que l'on martyrise, que l'on exploite, que l'on tue pour notre bon plaisir. Je crois que c'est Mathieu Ricard qui disait la vie d'un être est plus importante que le goût d'un aliment. Et on entend souvent, mais c'est trop bon, je ne peux pas arrêter. Moi, je questionne vraiment ça. Et puis aussi, effectivement, même si, évidemment, la cuisine, ça peut être très sympa, c'est devenu un art pour certains, mais ce décalage entre un besoin primaire, physiologique de se nourrir et l'expérience, l'explosion de saveurs que l'on peut avoir quand on va dans tel ou tel restaurant. Et ça, vraiment, je m'interroge. Et il y a des personnes qui me disaient, mais mon pauvre, tu manges plus de ceci, tu manges plus de cela. Alors, et moi, je disais, mais attendez, alors déjà, c'est un choix. Donc déjà, voilà,
Et en même temps, le simple fait de manger des choses qui sont saines, qui sont bio, qui viennent de pas trop loin, de saison, et de savoir que ça va être bon pour moi et pour ma biodiversité interne, pour ton microbiote. Eh bien déjà, ça participe au plaisir que je prends à manger ce que je mange, en fait. Au-delà de l'explosion de saveurs dans la bouche. Et ça, je pense que... Alors pareil, hein, encore une fois, peut-être que je suis à même aujourd'hui, et je suis comme je suis, d'avoir déconstruit un certain nombre de repères, mais réellement, j'interroge ça. Et en fait, je pense qu'on n'a pas un rapport sain, comme on n'a pas un rapport sain ni à l'argent, ni au temps, ni à la mort. La mort des êtres vivants et ce que l'on a dans son assiette, il y a quelque chose d'assez surréaliste aujourd'hui. Surtout que, comme tu le disais tout à l'heure, évidemment, combien de personnes qui trouvent ça tout à fait normal, en étant omnivore, de manger quasiment à tous les repas de la viande ou du poisson, seraient capables de tuer l'animal qui finit dans leur assiette. Et ça... Et à contrario, on me pose souvent cette question un peu folle. Ah oui, mais si demain il n'y avait plus rien à manger sur Terre, donc déjà je pense qu'il n'y a plus d'animaux, hein, s'il n'y a plus rien à manger sur Terre, mais puisque la plupart des animaux que nous mangeons en plus sont végétariens, et ça on l'oublie aussi, herbivores. En tout cas, si jamais il n'y avait plus rien à manger, est-ce que tu serais capable de... Oui, quelque part, évidemment, pour ma propre survie, si j'ai cet instinct de survie, a priori je devrais l'avoir comme n'importe quel individu. C'est d'ailleurs ce qui a fait que les cueilleurs sont devenus chasseurs-cueilleurs, et avant d'être chasseurs-cueilleurs, ils profitaient des carcasses, ils étaient comme les rapaces, ils étaient, comment on dit, charognards, exactement, merci. Ils étaient charognards. Et ça n'est qu'après qu'ils sont devenus chasseurs, en fait. Et c'était l'ère glaciaire aussi, donc il y a eu une configuration qui faisait qu'il y avait beaucoup moins de choses à aller cueillir, voilà, donc je pense qu'on en arrive à des raisonnements absurdes, quelque part, pour légitimer sa propre consommation et ses choix alimentaires, en fait. Et donc moi je re-questionne ça, voilà, de quoi avons-nous réellement besoin pour être en bonne santé? Et alors il y a un argument extraordinairement fort chez les anti-véganes et les personnes qui cherchent toujours la petite bête, et alors ça c'est merveilleux. Grâce à L214, je crois, j'ai découvert il y a 1 an et demi que la fameuse vitamine B12, évidemment quand on est carnivore ou en tout cas omnivore qui mange beaucoup d'animaux, on dit ah bah oui, mais la B12, comment tu fais pour la vitamine B12? Parce que la B12, il faut manger des animaux pour en avoir, la B12. Alors il fut un temps où les êtres humains étaient capables de la sécréter, de la produire. Il se trouve que les animaux d'élevage aujourd'hui sont eux-mêmes complémentés en B12. Alors ça, quand j'ai appris ça, c'est formidable, parce que c'était le dernier argument que je n'arrivais pas totalement à contrer. En fait, les animaux d'élevage sont complémentés en B12, donc pourquoi ne pas s'auto-complémenter en B12 plutôt que de passer par l'animal qui lui-même a été complémenté. Et donc aujourd'hui, même cet argument-là ne tient plus. Et voilà, c'est pour dire à quel point finalement c'est assez fou la relation que l'on a à la nourriture, à l'alimentation, aux animaux qui finissent dans nos assiettes. Tu le disais hier, on tue 1000 milliards, alors c'est entre 65 et 150 milliards de mammifères terrestres, et c'est bovins, ovins et porcs évidemment, et c'est 950 milliards de poissons. Alors le poisson, il y a aussi un souci, on ne distingue jamais les catégories de poissons, on parle de poissons comme si c'était une masse informe sans individu, et donc 1000 milliards qui finissent dans nos assiettes, ou en tout cas qui sont tués, ils ne finissent pas forcément dans nos assiettes parce qu'il y a énormément malheureusement aussi d'animaux qui sont tués sans être mangés. Ça on en parle très peu également, pour 8 milliards d'humains, c'est complètement délirant, quoi. Et en France... 1000 milliards par an? Oui, par an. 1000 milliards par an, et je crois que c'est... Alors j'ai plus exactement le chiffre, mais chaque seconde, je crois que c'est 2000 chaque seconde, donc c'est complètement délirant. Et en France, je suis tombé sur une étude que j'avais déjà parcourue il y a quelques années, mais juste pour donner un chiffre, parce qu'on passe toujours pour des extrémistes quand on est vegan. En fait, en France, sur 65-66 millions de personnes en France, je crois qu'il y a, alors que je ne dise pas de bêtises, 2% qui ne mangent pas de viande. 2% qui ne mangent pas de viande. Sur ces 2% qui ne mangent pas de viande, il peut y avoir des personnes qui mangent du poisson, qui ne mangent pas de viande, il y a 0,5% de végétaliens, et il n'y a plus que 0,2%, je crois, de véganes. Donc les véganes en France, c'est quelques milliers de personnes.
pas énorme. C'est 90 000 personnes, je crois, si j'ai de mémoire le chiffre. 90 000 personnes sur 65 millions qui sont véganes. Alors certains vont assez loin dans leurs actions, clairement. Et je ne dis pas que c'est forcément, ça peut être contre-productif, mais à un moment donné, voilà, c'est infinitésimal. Il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance sur nous dans leurs relations, alors quelquefois par des croyances religieuses. L'Inde, qui est un pays profondément végétarien. Les Israéliens sont très véganes et végétariens. En France, on est vraiment, vraiment très, très loin du compte. Et comme tu le disais aussi très justement, c'est sans doute pourtant, si on veut faire un vrai petit geste qui a du sens, le premier geste que tout le monde devrait faire. Quand on connaît les dommages, les impacts collatéraux que montre très très bien un film qui s'appelle Cowspiracy, à la fois évidemment sur le dérèglement climatique, mais sur l'appauvrissement, sur la déforestation, sur la dégradation et la pollution des sols, sur l'acidification des océans, sur... c'est délirant, sans parler, évidemment, on l'a fait à l'instant, des morts... d'animaux que l'on tue. C'est délirant l'impact aujourd'hui de l'élevage, de l'agriculture intensive. L'élevage, c'est 70% des terres qui aujourd'hui sont cultivées ou sont pour le pâturage, sont allouées à l'élevage. 70%. Et 70% de l'eau qui est utilisée dans l'agriculture est également allouée à abreuver les animaux qui finissent dans nos assiettes. Donc, il y a un moment donné, il y a des personnes qui vont vous dire, alors là je vais assez loin, mais qu'est-ce qu'on ferait ah oui, mais si on ne les mangeait pas, ces animaux n'existeraient pas, donc on a le droit de les tuer, en fait. C'est assez délirant, hein. Voilà, enfin... Surtout qu'on a remplacé les animaux sauvages par ces animaux d'élevage. Oui, ou on en a fait des animaux d'élevage, c'est-à-dire qu'on les a transformés. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, une vache n'a plus rien à voir avec le roc. Le chien, même si on le mange dans certains pays, on ne le mange pas dans nos pays à nous. Ça aussi, c'est intéressant de savoir pourquoi il y a des animaux que l'on va cajoler et d'autres qui finissent dans nos assiettes. Hein. Le chat, le chien, en France, ce serait surréaliste de les imaginer les manger, alors que les autres, on les mange. Pourquoi et le chien, c'est le loup, hein, à l'origine. Quand on voit la différence entre un loup et un chihuahua, on peut quand même se poser des questions sur ce que l'on est capable de faire en termes de transformation et de... Ouais. Et je n'ai rien contre le chihuahua. Hein, le chihuahua, c'est compliqué. Hein, c'est des générations de chihuahuas alcoolisés pour modifier leur génétique. Ça se fabrique pas tout seul. Hein. Non, la nature n'a pas fabriqué, c'est bête, hein, ridicule. Mais clairement, de toute façon, c'est... Pour rigoler, ridicule, mais c'est fabriqué, oui, absolument. Oui, mais vois-tu, il y a quelqu'un qui dirait, oui, mais la réalité économique. Oui, la réalité économique. Tous les emplois que l'on perdrait si tous les agriculteurs et tous les éleveurs... Comment on fait pour payer le loyer, hein? Tu as pensé à ça? Bien sûr, mais ça, le chantage à l'emploi, il est assez extraordinaire. Incroyable. Il y a quand même des personnes qui ont travaillé dans des abattoirs, qui ont écrit des bouquins pour écrire un petit peu la désolation, la dépression, l'atrocité qu'ils ont vécue. Et il y a des éleveurs, alors on en parle rarement, mais qui ont été interviewés et qui, du jour au lendemain, ont relâché leurs bêtes, ont arrêté de les tuer, parce qu'il y a quand même une forme de dissonance aussi, enfin selon moi, hein, à prétendre aimer ces animaux et à les envoyer à l'abattoir. Enfin, il y a quelque chose d'assez fou quand même. On est capable aujourd'hui de se couper en fait d'un certain nombre de choses, voire même, j'ai entendu ça, alors des personnes qui prétendent que la bête est au courant en fait et qu'elle consciemment elle va à l'abattoir pour se donner à nous. Ah mais c'est surréaliste, réellement. Voilà, donc moi je me dis, il y a un gros problème avec l'alimentation et si on revoyait ça, et sans parler évidemment que si on mangeait nettement moins d'animaux, on pourrait nourrir l'ensemble de la population mondiale. On pourrait même aller jusqu'à 12 milliards. Alors on ne sera jamais 12 milliards, on pense. Mais on y est déjà, on produit déjà de quoi nourrir plus de 12 milliards. Bien sûr, mais il y a quand même... Oui. Il y a quand même 9 millions de morts chaque année de la faim. Toutes les 5 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim. Donc c'est délirant. Oui, donc ce rapport à l'alimentation, c'est intéressant. C'est quand on mesure toutes les implications que ça peut avoir, on se rend compte qu'il y a un monde entier qui part là-dedans.
parce que c'est du transport, c'est de l'énergie, c'est évidemment tous ces engrais, absolument. Tu parlais à un moment donné de ces protéines qu'on rajoute dans les animaux, mais ils ont aussi des antibiotiques, ils ont tout un tas de choses absolument terribles. Rien que ce cycle-là, nous on les absorbe, ça repart dans la nature, et même les plantes, tout ce qu'on utilise aujourd'hui, ce qu'on mange dans les salades et tout, ça nous rend résistants aux antibiotiques. C'est complètement un système extrêmement complexe, et si on applique ça au transport, on a à peu près le même résultat, c'est que tout est maillé en fait. Et on ne parle même pas de la pollution plastique. Oui, on ingère aujourd'hui du plastique, ne serait-ce que en mangeant certains animaux qui en ont eux-mêmes consommé. C'est dramatique. Oui, on mange une carte bleue par semaine, je crois. L'équivalent d'une carte bleue par semaine. Et en plus, le plastique est de plus en plus fin, et du coup est en train de passer les membranes et traverse les cellules. C'est absolument dramatique. Ouais. Et chaque détail qu'on arrive à prendre de nos activités, en fait, chaque détail de façon systémique a à voir avec l'ensemble en fait du dispositif, et qui est un dispositif totalement délétère de toute évidence, et qu'on n'arrive pas, on est souvent un peu démunis quand on réalise en fait la cathédrale qui est devant nous dans sa complexité, dans ses imbrications, etc. On se dit mais par quel bout faut attraper une chose aussi énorme, aussi considérable, et en même temps on a quand même envie de croire qu'on va la faire plier en fait. On est peut-être capable de la tordre, de la faire plier, de l'obliger quand même à nous rendre quelque chose qui est de l'ordre de la liberté en fait, d'une vraie liberté. On va chercher une marge de manœuvre quelque part. Non mais c'est ça l'idée. On commence par où, on fait comment, et ça c'est quand même très très difficile à appréhender dans sa complexité. Ouais, alors après quand tu dis plier, tordre, on peut questionner aussi les modes d'action aujourd'hui des militants écolos. Moi j'ai coutume de présenter ça de manière assez simple, pour pas dire simpliste, mais en tout cas j'espère que c'est pas trop caricatural, mais de dire qu'il y a 3 typologies d'action aujourd'hui, essentiellement de ce que j'observe, notamment dans notre pays, mais un peu partout dans les pays, alors plus occidentaux évidemment, là où l'écologie, il y a certaines personnes qui ont les moyens de se poser ces questions-là aussi. Il y a toutes ces actions qui prennent pour cadre la ville, cet environnement minéral totalement artificiel et qui nous a coupé, qui a concouru à nous couper du vivant, sans jamais questionner la ville déjà, sans jamais questionner l'impact délétère de la ville, donc ça c'est très intéressant, et qui vont exiger d'un système ce qu'il ne nous donnera pas. Donc, alors moi aussi j'ai marché, j'ai signé je ne sais pas combien de pétitions, mais pour moi aujourd'hui ce sont des modes d'action qui sont sans doute utiles pour l'émulation qu'ils permettent, de créer du lien entre des personnes qui s'éveillent, qui prennent conscience, qui se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls par rapport à la dimension absolument abjecte et affreuse de notre monde, mais qui vont exiger d'un système ce qu'il ne pourra jamais nous donner, qu'il ne souhaite pas nous donner. Moi je dis souvent que le système dominant aujourd'hui n'a pas été créé, conçu, imaginé pour sauvegarder et préserver le vivant, pour libérer et permettre un épanouissement de l'ensemble des êtres humains. Au contraire, il se nourrit de la destruction du vivant, il se nourrit de l'aliénation des humains, il se nourrit de la surexploitation des ressources de notre planète. Et donc voilà, donc moi je questionne déjà cette modalité d'action-là. Après, il y a une autre typologie d'action qui est celle des soulèvements de la terre, des ZAD, qui est une action de défense par rapport à une agression, tous les chantiers inutiles qui continuent évidemment d'être lancés activement, comme si tout roulait, comme si on n'avait pas toutes les preuves que nos activités sont absolument mortifères et délétères. Et puis on a une toute petite proportion de personnes un peu allumées, comme moi,
qui essayons de construire un monde alternatif en parallèle. Alors, il n'y a pas encore de sabotage massif. Il y a quelque chose d'assez intéressant aujourd'hui dans la manière dont l'action se radicalise quand même, mais dans le bon sens du terme. On parle aujourd'hui de désarmement, et ça c'est quelque chose qui a permis au soulèvement de la Terre aussi et à ses composantes, parce que l'archipel du vivant fait partie des soulèvements de la Terre. Et on a des personnes dans l'équipe qui ont été à Sainte-Soline, qui ont été sur le Lyon-Turin, qui ont été sur un certain nombre de choses. On a cette approche un peu trop souvent, à mon sens, naïve de non-violence absolue. Alors que toutes les actions qui ont été non-violentes et que l'on cite souvent, ou les personnalités qui sont présentées comme des personnes non-violentes, Mandela était violent avant de finir en prison, Gandhi en Inde, s'il n'y avait pas eu de kamikazes, s'il n'y avait pas eu aussi un essoufflement de l'armée britannique après la Seconde Guerre mondiale, enfin on n'aurait pas eu ce qui s'est passé en Inde, et puis il n'a pas forcément obtenu tout ce qu'il voulait obtenir. Et puis sans parler de Martin Luther King aux États-Unis, où il y avait les Black Panthers, il y avait évidemment Malcolm X, et donc à un moment donné, moi j'ai trouvé pendant les dernières années que on avait cet étendard de la non-violence absolue, alors qu'on a en face un système éminemment violent, une violence absolument inouïe. Et donc aujourd'hui, le désarmement permet à certaines et certains de re-questionner aussi ce que l'on met derrière le mot violence, en fait. Parce que la violence, pour moi, tant qu'on ne touche pas à l'intégrité physique d'une personne, ça n'est pas violent. Surtout quand on détruit, quand on désarme, du coup, des armes de destruction massive du vivant. Et ça, c'est assez nouveau. Donc il y a une radicalité aujourd'hui qui est assez intéressante. Maintenant, ça n'est pas encore suffisamment organisé avec une ambition de détruire le système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va s'en prendre à une méga bassine, on va s'en prendre à... on n'a pas encore, et peut-être qu'on y viendra et qu'on sera obligé d'y venir, à condition évidemment qu'on s'autorise aussi à le faire et qu'on n'ait pas trop peur de la répression qui, malheureusement, prend des proportions aujourd'hui assez... flippante, d'aller vraiment détruire cette méga machine qui annihile la vie sur Terre. Donc moi je questionne un petit peu tout ça. Donc quand tu parles de tordre, de plier, on en est vraiment loin aujourd'hui. Le pari de l'archipel, le mien, c'est plutôt de construire à côté. Mais moi je rêve aujourd'hui d'une stratégie globale où il y aurait à la fois des personnes pour emmerder en milieu urbain, des personnes pour défendre, des personnes pour dézinguer, détruire, et des personnes qui construisent. Et que ça pourrait, si on était un petit peu plus organisé, réellement s'opposer à cette méga machine qui, elle, est extraordinairement bien structurée. Voilà. Tu disais, pardon ? Et puis beaucoup plus nombreux aussi. Oui, beaucoup plus nombreux. Mais même dans la proportion, en fait. Si la masse de personnes qui manifestent, signent des pétitions, se retrouver sur le terrain à défendre et encore plus à construire à côté, on pourrait faire des choses extraordinaires. Mais pour l'instant, on est vraiment très très peu à défendre et encore moins nombreux à proposer une alternative concrète. Tu parlais de destruction massive, c'est Thierry Herman, le patron de la demeure du chaos, je ne sais pas si ça vous parle. Un personnage haut en couleur du nord de Lyon, il explique qu'une arme de destruction massive, une des plus puissantes qu'on ait fabriquées, sont les containers. Un container, ça part de Chine et ça arrive à Fos-sur-Mer pour 240 €. Et je ne sais pas combien de mètres cubes de merde absolue. Pour la petite histoire, c'est pas rentable de les ramener, en fait. Bien sûr. Donc en fait, ils sont balancés à la mer, très clairement. Et ça pose des tas de problèmes pour la navigation. Et ils en refont d'autres. Ils se font pas chier. Non, mais ça a une échelle qui n'a pas de limite. Ah non, mais c'est quoi? Et ça, en soi, c'est une chose abominable. Parce que ça, il déverse quand même une quantité de trucs complètement inutiles. Et quand on ne sait pas comment... on va dire, on ne parle même pas de recyclage, mais quand on ne sait pas comment démonter des navires, des paquebots et ça finit au Bangladesh, ça finit dans d'autres pays. Nos appareils électroniques finissent dans des décharges à ciel ouvert en Afrique. Enfin,
c'est monstrueux. C'est ce que Luc Ferry appelle l'écologie circulaire. Ouais, Luc Ferry, je préfère qu'on n'en parle pas, c'est mon Roussel à moi, tu vois, si tu veux. Luc Ferry. J'ai plusieurs Roussel, dont Luc Ferry. Dont Luc Ferry, qui appelait quand même à tirer à bout portant sur les gilets jaunes. Non, mais je pense que là, ils ont ouvert une fenêtre d'ouverture. Qui est transhumaniste lui-même. Oui, bien sûr. Luc Ferry, ouais. Enfin, en même temps, ce pauvre homme, je comprends qu'il soit transhumaniste. Il faut faire quelque chose dans son cas. On ne peut pas le laisser comme ça non plus. C'est clair. Donc, on ne sait pas comment intervenir, on ne sait pas par où ça va commencer à plier. On est quand même dans cette logique, on fabrique un monde parallèle. C'est ça, l'archipel du vivant. Tout à fait, nous, à notre toute petite échelle, c'est ça, on parle, on essaye de donner des armes aux gens pour dire, bon voilà, parce que c'est très très important ça, et j'en ai beaucoup souffert, et je crois que c'est quelque chose d'important. Toi aussi, tu m'as parlé de ça. Souvent, en famille ou avec des amis, on ne sait pas comment justifier. Enfin, tout le monde est tellement convaincu de la même chose. Donc c'est pour ça que je fabrique cette espèce de petit lieu où on essaye de donner de l'argumentaire. Un sentiment d'isolement qui peut être assez fort assez rapidement. Ouais. Et après, les soulèvements de la Terre qui se battent de leur côté, mais on a l'impression qu'on est quand même sur des mondes parallèles qui ne touchent pas à ce qu'on appelle, c'est drôle, l'arc républicain. Voilà, on n'a pas droit d'y accéder. Et si par malheur on frôle, de toute façon, la Bravem arrive à bras raccourcis, c'est presque au sens premier du terme. À quel moment on va frotter, à quel moment ça pourrait basculer, à quel moment ces deux mondes vont devoir quand même se rendre des comptes, parce que c'est là l'enjeu en fait. Le vrai enjeu, il est là. Est-ce que moi j'ai alors la chance, je ne sais pas si c'est une chance, parce que aujourd'hui je vis entre les deux mondes un petit peu. Une semaine sur deux je suis à Strasbourg avec mes enfants, parce que voilà, maintenant je suis divorcé depuis un petit moment et séparé de mon épouse, et une semaine sur deux je suis dans la ruralité plutôt alternative, et donc j'observe effectivement un décalage assez profond entre les conversations que je peux avoir avec des personnes éveillées, conscientes, engagées, et puis dès que j'arrive à Strasbourg, je replonge dans l'antre du monstre avec toute sa folie. Je parlais aussi hier avec toi de ces 10 000 militaires qui patrouillent dans nos rues. Alors quand on a croisé les militaires, on tombe sur une patrouille de flics, de gendarmes, de services de sécurité de la SNCF, de services de sécurité de la RATP à Paris. Enfin, on vit dans un climat anxiogène, mais pas pour les bonnes raisons en fait. C'est assez intéressant de voir aussi à quel point ce monde est hors sol. C'est-à-dire qu'en fait, on nous présente comme les vrais risques. Ça a été le Covid, évidemment, qui était un risque majeur, enfin là je parle avec beaucoup d'ironie, et on nous présente aujourd'hui le terrorisme comme un risque absolu. Il y a l'abaya aussi est extrêmement grave. Mais le risque terroriste, ça remonte à 2015, les attentats, et aujourd'hui on a toujours 10 000 hommes et femmes, quelques femmes aussi, qui patrouillent dans nos rues. C'est assez fou de voir cette hérésie ambiante, avec des messages aussi qui s'accumulent les uns, enfin comme un millefeuille quand on est dans un train entre le bagage que l'on laisse et qui pourrait amener l'intervention des démineurs et du coup déclencher le retard de tous les trains qui vont suivre, jusqu'à évidemment à l'époque le port du masque, les gestes barrières. Enfin, on a un empilement comme ça de messages alors que le vivant se meurt et que personne ne bouge. C'est assez flippant quand même. Ça relève déjà de la dystopie, le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc ce décalage, je l'observe vraiment parce que pendant une semaine, généralement, je mange vegan assez facilement quand c'est pas vegan, c'est végétarien et il suffit de faire attention à 2-3 bricoles. Et puis je reviens dans un monde où c'est normal de manger comme on mange, où c'est normal de parler de sa carrière, de son augmentation de salaire, des impôts que l'on paye. Parce que moi j'ai beaucoup d'amis médecins qui passent leur temps quelquefois à disserter sur l'argent qui leur échappe.
pour les impôts. Ils n'ont pas d'autres préoccupations dans la vie que ce qu'ils doivent lâcher aux impôts. Donc aujourd'hui, moi c'est compliqué. Alors moi j'ai appris à lâcher prise par rapport à ma famille, par rapport à mes amis. Après 4 ans où j'ai été très anxiogène dans ce que j'évoquais, dans ce que je partageais, j'ai pas su faire autrement, je sais même pas si c'est possible, quand on prend conscience, quand on prend en pleine face toutes ces réalités, que on met le doigt dans l'engrenage et que l'on va chercher toutes les informations, que l'on va creuser comme je l'ai fait pour écrire mes 2 livres, il y a un moment donné où réellement on n'arrive plus à avoir ces discussions légères, comme les appelle mon ex-épouse, qui me disait mais tu n'arrives plus. Non, j'étais incapable en fait. Chaque discussion amenait, le point Godwin, c'était plus les nazis, la Seconde Guerre mondiale, c'était systématiquement l'extermination du vivant, l'effondrement de notre civilisation. Et j'arrivais pas en fait à ne... Enfin... Voilà. Alors aujourd'hui, je sais qu'il y a des sujets avec mes fils qui sont devenus tabous. Et voilà, donc aujourd'hui, je fais attention. J'ai plus le droit, selon mon aîné de 17 ans, de parler de ces sujets. Ils ont tout compris, ils savent tout. Alors il y a aussi la réaction par rapport au père, très engagé, de vouloir continuer quand même, de profiter de la vie telle qu'on peut l'entendre dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, en ville, avec tout le confort, les appareils et tout le reste. Et je leur ai montré ça avant de basculer. Donc c'est aussi compliqué pour un père à un moment donné de voir que mes enfants me renvoient, mais ils en jouent forcément, qu'à un moment donné j'ai été très geek, j'ai été dans la consommation, j'ai été, même si j'étais anticonformiste, j'étais quand même un rouage d'un système. Et d'un coup de me voir avoir embrasser une vie radicalement opposée, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué, ouais. C'est un choc, ouais. En même temps, il faut... Non, mais c'est un choc, ça. Je veux dire, ça a complètement cassé, entre guillemets, leur sécurité, en fait. Donc, je comprends que ce soit je comprends que ce soit compliqué pour eux. Et je comprends aussi cette notion de profiter avant qu'il n'y ait plus. C'est vraiment un truc d'addict, ça. C'est vraiment un truc d'addict. Et quand je prends un exemple de personnes que je connais où, par exemple, ils arrivent, je parle du cannabis, qui arrivent à la fin de leur machin, le dealer n'est pas dispo, ils savent qu'ils ne vont pas en avoir tout de suite, et qui sont déjà stressés, et puis en fait, qui se mettent à fumer. Ensuite, tu as une pause, ils vont se jeter dessus, il y a vraiment un côté limite boulimique. C'est assez impressionnant. Et moi, j'ai eu le même problème aussi avec la nourriture. Et après là je parle pour moi, ou ce moment où par exemple je me dis tiens je vais me sevrer pendant un temps des écrans par exemple, parce que je sais que je vais beaucoup trop loin et que ça commence à avoir beaucoup trop d'effets sur ma santé et notamment sur mon sommeil. Je vais m'arrêter, donc je me fixe un moment donné où je dis à partir de là je n'allume pas l'ordinateur, et en général toute la semaine qui va se passer avant je vais bouffer, mais genre je peux faire ça pendant 12 heures d'affilée, jusqu'à en avoir mal physiquement en fait. C'est vraiment... Il y a un côté assez boulimique. Et donc oui, il y a le côté d'addict, et puis aussi, sans que ce soit aussi violent, le côté de on va profiter de ce qu'on a tant qu'on l'a. Et je dirais que c'est peut-être une philosophie de vie, j'en sais rien. Je trouve ça à la fois sensé et stupide en même temps. Je ne sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Mais c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Tu vas te dire, tiens, s'il n'y a plus ça, on va en profiter tant qu'il y en a, quoi. Bien sûr, après c'est différent quand ce sont 2 adolescents que quand c'est un père ou une mère de famille qui a des enfants, qui a pris conscience éventuellement encore une fois, de la dimension absolument délétère, écocidaire de cette méga machine à laquelle cette personne participe, et que finalement ça ne lui pose pas plus de problèmes que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des personnes qui sont dans « je profite », mais leur vie va s'arrêter à un moment donné. Celle de leurs enfants, a priori, est censée durer un peu plus longtemps. Et ça, moi, ça me pose problème. Aujourd'hui, c'est vraiment... alors, on dit souvent, voilà, qu'est-ce qu'on pourra dire à nos enfants si plus tard, on n'a rien fait. Alors, moi, je leur dis ça, et ils disent, ouais, mais bon... c'est aussi compliqué, parce que je leur dis, mais vous vous rendez pas compte, en fait. Non, en fait. Aujourd'hui, ils s'en rendent pas compte, je pense, des choix que j'ai faits. En même temps, ils en ont souffert. Ils ont vu leurs parents se déchirer.
Ils ont vu 4 ans d'engueulade, de prise de tête, où moi je remettais en question aussi mon épouse dans son rôle de mère, en fait, mais sans le vouloir. C'est une personne qui m'a toujours suivi dans ce que j'ai entrepris et qui, du jour au lendemain, fatiguée, parce qu'en plus elle m'avait vraiment épaulé pendant mon burn-out et a été admirable à ce moment-là, de me voir à nouveau changer. Enfin, avant, c'était pas des changements évidemment de la même ampleur, mais c'était passer du salariat à lancer sa boîte, c'était quitter Paris pour s'installer à Strasbourg, puisqu'on s'est connus à Paris suite à un 3e cycle en ressources humaines. Et elle a toujours suivi jusqu'au moment où je pensais c'était peut-être la fois où il fallait absolument suivre, selon moi, et la fois où elle n'avait plus envie de suivre mon délire, entre guillemets, à ce moment-là, en se disant mais où il va par rapport évidemment aux besoins de confort qu'elle a et à la personne qu'elle est aujourd'hui et la manière dont elle s'est construite aussi et la manière dont elle pense bien faire aussi. Et voilà. Et donc forcément à un moment donné c'est très compliqué. Alors moi je sais que j'ai pu échanger avec d'autres personnes qui ont connu cette histoire où dans un couple l'un des deux bascule sans que l'autre ne suive. Et systématiquement, c'est la même chose en fait. Systématiquement, ça n'est plus viable parce que à un moment donné, la fiction est différente, le prisme, la vision que l'on porte sur le monde est radicalement opposée et ça ne prend pas. Et moi, j'envie, grand mot, mais en tout cas, je suis ravi quand je rencontre des personnes qui ont vécu ça ensemble. Et je trouve ça formidable justement de l'avoir vécu ensemble. Alors, soit d'avoir cette prise de conscience commune. Mais en tout cas à un moment donné de vivre ce changement, cette bascule à deux, parce que ça doit être formidable, mais clairement moi je vois pas comment j'aurais pu faire autrement, parce que je n'étais pas inquiet pour moi. Alors là aussi pour mon épouse ça n'a pas été ça, parce qu'après le burn-out j'ai d'abord découvert tous les méfaits de l'IA, du transhumanisme, avant de parler d'effondrement. Donc évidemment elle prenait claque sur claque, et en même temps j'ai essayé de la rassurer. Alors là on va mettre un peu d'humour en disant mais le transhumanisme et l'IA n'ira pas aussi loin de ce que j'imaginais, parce qu'on va manquer justement de pétrole, on va manquer d'énergie, on va manquer de... Donc aujourd'hui j'ai plus du tout peur de ça, métaux, même si je continue de m'inquiéter des avancées de l'IA notamment, mais je pense qu'on n'ira pas au bout du délire, en tout cas je le souhaite pas, alors que là j'avais pas peur de l'effondrement, mais j'avais peur pour eux, que eux ne réagissent pas, ou pas suffisamment vite en tout cas, alors que j'étais dans la famille en train de leur dire mais tout ce qu'on raconte, enfin si tant est qu'on soit à l'écoute de ce qu'on peut raconter, tout ce que disent les scientifiques, tout ce que disent c'est vrai. Et la situation est réellement catastrophique. Voilà. Donc ça, j'ai vécu ça, effectivement, et c'est douloureux. Donc il faut savoir à un moment donné lâcher prise. Et moi, j'ai mis 4 ans quand même à lâcher prise avec mes proches. Les autres, c'était facile de lâcher prise. Mais mes proches, pour lesquels je me suis inquiété, c'était difficile. Très difficile. Tous les messages sont brouillés. Tu parlais des attentats. Je trouvais que c'était un moment très, très intéressant. Brusquement, le mal absolu arrive chez nous. Ouais. Alors pour des membres de l'OTAN, ce qu'on est, c'est quand même un peu drôle en fait, parce qu'il y a eu 85 morts. Voilà, bonne blague en fait. Voilà, l'OTAN tue énormément et partout, on a des théâtres d'opérations extrêmement violents. Et puis, ça ne pose de problème à personne en fait. Ça te pose de problème. Comment sont fabriqués nos habits, comment tout ce qui arrive de Chine pour nous sont fabriqués dans des conditions effroyables. Un des détails que j'ai trouvé le plus croustillant, c'est comme le jour où on apprend que les cartes mères d'Apple sont fabriquées dans des camps ouïghours. Et donc là, logiquement, en tant que personne humaine, enfin humaniste, on se dit là, Apple, ils sont à genoux, quoi, parce que ça va pas passer. Dans la nuit, l'action prend 17%. Là, les gens se disent, ah, ça y est, en fait, ils ont compris. Voilà. Et les camps ouïghours, c'est des camps de concentration. Voilà. Mais c'est en permanence faussé, parce que le mal n'est pas le mal tel que... Enfin, on est principalement mais je la crois que cause première. Ça n'a même plus d'impact, ce genre de choses. Tu vois, c'est comme les immeubles qui s'étaient effondrés au Bangladesh il y a quelques années. C'était terrible, ça. Avec toutes les marques, et ces marques sont toujours là et continuent de... Ce que j'avais trouvé de plus terrible dans cet immeuble-là qui tombe, il récupère une jeune femme, enfin, peut-être 35 ans, dans la rue, complètement paniquée.
Et il se trouve que il y a des journalistes qui sont là, et puis ils la font parler, enfin, difficilement. Et en fait, ce qui ressort de ça, c'est que, en fait, elle n'était jamais sortie. Elle avait le sentiment d'être née dans ce ghetto, parce que c'est une espèce de boîte fermée, et qu'elle était dans la rue, mais ne savait pas ce que c'était qu'une rue. Elle n'avait jamais vu des gens, elle n'avait jamais vu de magasin, et elle était complètement paniquée parce que elle arrivait sur Mars en fait, alors que c'était juste là. Elle avait dû être enrôlée à 5 ans, enfin vendue à 5 ans. Et elle raconte qu'une journée coupée en 3, donc ils dorment 8 heures, mais dans le même lit que les autres, et qu'ils vivent comme ça pour que nous on ait des fringues pas chères. Ouais, bien sûr. Mais ça, c'est pas de la violence, ça, c'est du business en fait. C'est cool. Tant qu'on le voit pas. Oui, on le voit pas, on veut pas le savoir, et dès qu'on a la chance d'avoir un accident terroriste, là, ça justifie tout, et il n'y a aucun souci, et on est du bon côté, le mal est ailleurs, et en permanence, on ne sait plus du tout, c'est totalement inepte. En fait. Et ils ont eu le culot, parce que ça, c'est, enfin, même si évidemment il y a une sidération, et c'est quelque chose de très fort, hein, un attentat, on ne va pas remettre ça en question, évidemment, et c'est absolument abominable ce qui peut se passer, et les morts sont quand même des morts, bien entendu. Évidemment. Mais à un moment donné, on disait, voilà, ils sont allés jusqu'à impacter ou remettre en question l'art de vivre parisien, les sorties, le fait de prendre un verre en terrasse, enfin, mais comme si nous, on ne faisait pas des choses abominables tous la les jours de Gaza, dans les pays du Sud. Souvent, Non, mais c'est ça. C'est vrai que c'est assez sidérant la manière dont on présente les choses est complètement... Oui, parce qu'on représente quelque chose. Quand il y a un attentat qui nous tombe dessus, c'est qu'on représente quelque chose. Bien sûr. Oui, je pense que... Parce qu'il faudra qu'on s'arrête un moment ou à un autre. Et je pense à la très belle réaction de Flore Vasseur, qui donc en temps réel assiste à l'effondrement des Twin Towers. Et au moment où elle s'effondre, elle pleure et ne sait pas quoi dire. Et vraiment, et là, c'est rassurant de l'humanité. Parce que là, on a une femme hyper puissante, riche, brillante à l'infini, était magnifique à cette époque-là de sa vie. Et sa réaction, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'ils nous renvoient ça ? Et je pense que c'est vraiment la question qu'il faudrait qu'on se pose aujourd'hui. Et je pense que nos enfants ou petits-enfants nous disent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi, pour qu'on en arrive là ? Et... voilà, je trouve que cette réaction instantanée qu'elle a eue est absolument magnifique. Et pour répondre, on a aujourd'hui la possibilité quand même, c'est l'utopie biorégionale que porte l'archipel, et moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de dire, on a la possibilité, à condition de nous autoriser à penser différemment, à déconstruire nos repères, d'imaginer un monde différent, de tout repenser, d'inventer de nouvelles règles, de nouveaux modes de fonctionnement, plus respectueux du vivant, de l'autre, quelle que soit sa forme, humaine ou non humaine. Et là, on a une responsabilité aujourd'hui absolue, alors à l'égard des générations futures, si tant est qu'il y a encore beaucoup de générations futures, mais déjà de la génération présente. Les personnes qui aujourd'hui habitent sur Terre vont voir des choses absolument inouïes dans les prochaines années, vont vivre des expériences assez folles. On peut le faire avec beaucoup de joie, beaucoup de convivialité, à condition de l'anticiper, à condition de le préparer, à condition d'avoir envie de vivre autre chose aussi. Il y a des choses qui vont nous échapper, en bien, en mal, nécessairement. Maintenant, on a le devoir, selon moi, mais ça c'est ma façon de voir les choses aujourd'hui, de nous mettre au service des autres espèces qui n'ont rien demandé, qui n'y sont pour rien dans ce qui leur arrive. Voilà, c'est un fantasme que je présente souvent, de me dire, voilà, si on était 8 milliards à nous retrousser les manches et à réellement, aujourd'hui, réparer, nettoyer, réensauvager, reboiser, permettre à la vie, en tout cas, de reprendre son cours, parce qu'évidemment, après, il ne faut surtout pas la régenter et l'administrer comme on le fait justement aujourd'hui, mais en tout cas, lui donner ce petit coup de pouce. Et puis déjà, réparer, nettoyer, parce que rien que nettoyer tous les déchets, et là, il y a de quoi offrir
du travail, mais un travail avec du sens à l'ensemble de l'humanité pendant des décennies. Voilà. Donc peut-être qu'aujourd'hui, si on veut réellement permettre à tout un chacun de donner du sens à sa vie, on aurait une formidable aventure collective à vivre, de dire maintenant, voilà, on a tout défoncé. Qu'est-ce qu'on peut faire le temps qui nous reste pour essayer que cette planète, de faire en sorte que cette planète soit à nouveau belle. Voilà. C'est l'immense tristesse de ce gouvernement. On se dit que ça serait tellement facile aujourd'hui qu'un gouvernement, qu'un président de la République, parce qu'on en est là encore dans cette 5e République, arrive, il pourrait rentrer dans l'histoire avec vraiment un grand H, en disant faut tout changer, on a un chantier inouï devant nous, et c'est moi qui vais le porter, même s'ils sont orgueilleux, je vais le porter et on va changer le monde, alors que là on a des jeunes tout petits qui grenouillent sur des détails ridicules. C'est marrant ce que tu dis, parce qu'avant de cofonder l'archipel et donc d'avoir cette idée que j'ai présentée, dans mes réflexions, j'avais imaginé à un moment donné justement un coup d'État en France où on prend le pouvoir, mais pas pour l'exercer à nouveau sous les mêmes règles, mais où à un moment donné, le groupe qui aurait pris le pouvoir aurait comme ça à la face du monde déclaré de manière très solennelle: nous nous sommes trompés, nous avons fait fausse route. Voilà. Et maintenant on va tout changer. Absolument tout changer. Et là, peut-être que ça aurait eu un impact assez incroyable. Parce que la France a ce côté un peu révolutionnaire, un peu. Voilà, on aurait pu se dire, maintenant, non, tout ce que le récit qu'on vous a raconté, le délire absolu de toute puissance et d'hubris humain, de croissance infinie dans un monde de ressources finies, c'est de la merde. Et voilà, comment on peut faire autrement, et on s'y met tout de suite là maintenant, et pas en 2030, en 2050, en 2100, c'est maintenant tout de suite que ça commence, et ça commence maintenant. Et ça, ce serait merveilleux, quoi. Mais évidemment, jamais on le vivra ce jour-là. Ouais. Et puis ce sera à condition que tous les autres pays le fassent aussi. Oui, bien sûr. Il faut toujours une inspiration, tu vois. Oui, il faut un démarrage quelque part. L'inspiration néolibérale est quand même née chez nous, hein. Elle a embrasé la planète, donc il ne faut pas désespérer. C'est du jour au lendemain, là, tu as un groupe qui fait un putsch en France ou je ne sais quoi, qui n'est pas militaire, qui arrive à changer les trucs. Je veux dire, tu as tout le reste du monde qui va nous tomber dessus, tu vois ce que je veux dire. Après, évidemment, il y a des conséquences quand même. On ne sait pas. Tout est possible. On ne sait pas. Tout est possible, moi, je crois qu'on ne sait pas du tout. Je serais beaucoup plus prudent que ça. En tout cas, aujourd'hui, je présente cette idée-là, alors que je suis anarchiste et qu'évidemment, je souhaite la fin de l'État-nation. Donc, je précise quand même. Et des structures de domination. Et tout à fait. Mais effectivement, cette idée qu'à un moment donné, vu que c'est le mode de fonctionnement actuel, ça pourrait avoir un impact quand même que, effectivement, et comme tu le disais très justement, on aura peut-être aujourd'hui, un jour, une personne qui prendrait le risque de... Ouais, moi j'y crois pas. Une personne, ce sera pas possible. Ouais. Après, une organisation quasi planétaire, par groupe. Ouais, là aussi. Ouais. Est-ce que ça se réglera au niveau planétaire ? On n'en prend pas le chemin. De toute façon, c'est ça le souci, de toute façon, c'est que tu peux bien faire des choses d'un côté. Mais si l'exemple est donné, si des gens disent on va faire autrement et ça marche, et peut-être que tout est possible. Oui, tu peux inspirer d'autres personnes. Bien sûr. Mais c'est le pari de l'archipel vivant, c'est le pari à un moment donné d'impulser cette dynamique, d'avoir des habitantes et des habitants qui se réapproprient leur territoire et qui, comme c'est le cas aujourd'hui dans 2 enclaves que je cite souvent, à savoir une partie du Chiapas au Mexique, le Rojava en Syrie, montre qu'un autre modèle est possible, qu'un autre modèle est souhaitable. Et là, on peut imaginer, voilà, nous on s'inspire de ces 2 modèles et on souhaite demain créer, favoriser la création, parce que c'est pas nous qui allons le créer, favoriser la création de biorégions qui en inspireraient d'autres. Voilà, donc, qu'est-ce que tu appelles biorégion ? Bio par rapport à la biodiversité ? Alors, biorégion, c'est justement le vivant, la vie. D'accord. Et donc la biorégion, c'est un territoire qui est appréhendé à partir du vivant qui l'héberge. C'est-à-dire que c'est une autre façon de... ça n'est plus une
une vision et une délimitation purement arbitraire, humaine, administrative, de dire là c'est chez moi, là c'est chez toi, ça c'est un département, une région, un État. C'est simplement d'observer en quoi un territoire se singularise par le vivant qu'il héberge, la singularité, l'harmonie d'un écosystème, du vivant, de la topographie, hydrographie, géographie, et à partir de ces données-là, se dire voilà, il y a des humains qui habitent ce même territoire, comment ces humains peuvent refaire société en se mettant au service du vivant. Voilà. Donc la biorégion, c'est vraiment un concept nord-américain des années 70 et sur laquelle nous fondons notre mission d'ONG. Ok. Il y a des communes qui vous soutiennent dans ce genre de choses ? Surtout pas les communes, parce que justement, nous, on va faire à côté. Tu vois, la commune représente encore le système de facilitateur, c'est ça que je veux dire. Et là, on œuvre pour lancer un MOOC, lancer un jeu dans les territoires aussi l'an prochain, pour essayer d'impulser cette dynamique, donner envie à un maximum d'habitantes et d'habitants de se réapproprier leur territoire et, encore une fois, de co-construire un autre possible. Voilà. Beau projet. Jean-Christophe, Anna, merci. Merci à toi. Marion Popara, merci Marion. Également. Et ça continue puisqu'on se retrouve demain, après-demain et encore après-demain. On a encore beaucoup de choses à dire. Merci à vous deux. Merci. Merci à toi.